Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis en compagnie de Léo Brière. Salut Léo, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Bon, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je souhaitais que tu sois présent dans le podcast des illusions afin de faire ta connaissance. Pas mal de gens, je pense, te connaissent, mais il y en a peut-être quelques-uns qui ne te connaissent pas encore ou très peu parce que je trouve qu'on a très peu d'informations sur ta vie un peu plus perso, ton histoire. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors très rapidement, donc je m'appelle Léo Brière, je suis mentaliste avant tout. Donc bien sûr, je suis magicien à la base, comme tous les mentalistes, mais sinon je suis mentaliste et j'ai actuellement un spectacle qui s'appelle L'expérience interdite. Ok, super. Du coup, effectivement, tu as bien précisé que la plupart des mentalistes, en tout cas, la plupart commencent par la magie, bien évidemment, par tous ces arts annexes de l'illusion, en tout cas tous ceux qui sont connectés, et certains prennent une spécialité. Donc toi, tu as pris le penchant du mentalisme, mais comment tu as commencé? Alors j'ai commencé moi à la base la magie comme tous les enfants à peu près, pas avec une boîte de magie, mais presque. Quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont acheté un premier tour de magie. On était en vacances sur un marché nocturne, il y avait un magicien qui vendait des tours. Et donc j'ai eu mon tout premier tour de magie comme ça. Et après, en fait, ça ne m'a pas lâché. C'est-à-dire que pendant les vacances, je me suis amusé à bluffer tout le monde avec le premier tour. Donc mes parents en ont acheté d'autres. Et après, ça ne m'a jamais lâché. Donc j'ai continué à faire de la magie, de la magie, de la magie. Et à l'âge de 15 ans à peu près, j'ai découvert le mentalisme. Et là, personnellement, quand j'ai vu le tour, j'ai trouvé ça plus fort qu'un tour de magie parce que je me suis dit, un tour de magie, c'est dingue. Mais on sait direct qu'il y a un truc. Et même si on essaie de garder notre âme d'enfant, on a toujours ce petit moment où on sait qu'il y a un trucage derrière. Avec le mentalisme, même s'il y en a aussi, il y avait un côté où on me donnait vraiment l'impression de lire dans les pensées. Et pour la personne qui vivait l'expérience, c'était beaucoup plus fort. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, ok, effectivement, je te rejoins là-dessus. Et un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, justement, ton enfance, ton éducation? C'est là où j'arrive un peu dans l'histoire de chacun et les choses qui m'intéressent vraiment, quoi. Alors en fait, à la base, moi, mes parents ne font pas de spectacle, ils n'aiment pas particulièrement ça. Ils aiment bien aller voir un spectacle de temps en temps, mais il n'y avait pas de famille de spectacle, ni rien, rien de tout ça, pas d'artiste non plus. Mais moi, j'ai toujours été passionné par ça. J'ai découvert aussi la magie par des émissions, Plus grand cabaret du monde notamment. Je suis totalement de la génération Plus grand cabaret du monde, où je voyais à la télé Bernard Billis, Dany Larry, qui quand j'étais gosse me faisaient rêver et m'ont donné envie de faire ça. Et passionné aussi de spectacles en règle générale, donc de cirque, de cabaret, enfin tout ce qui pouvait se rapprocher à vraiment des spectacles assez visuels. Et j'ai toujours dit: «C'est ça que je ferai». C'est-à-dire que mes parents m'ont emmené au cirque quand j'avais 8 ans et j'ai dit, quand j'ai vu le Monsieur Loyal, je serai Monsieur Loyal à sa place. C'est ce que j'ai fait quelques années après. Enfin, j'ai vraiment toujours été, à fond là-dedans et quand les profs me demandaient ce que je voulais faire, ça serait toujours: «Bah, je ferai du spectacle, je ferai du cirque, je ferai de la magie, mais voilà, je ferai du spectacle». Donc bien sûr, les profs disent toujours: «Oui, mais comme vrai métier, sinon Hmm. qu'est-ce que tu pourrais faire?» Et ça m'a jamais lâché. Donc mes parents m'ont dit: «Fais des études et après tu feras ce que tu voudras». Mais le spectacle a pris le dessus et ils ont accepté. Donc c'est grâce à eux quand même que j'ai pu faire tout ça. Ok, et du coup, comme étude, tu as fait quoi en parallèle, le parcours parachute au cas où, quoi? Et ben du coup, j'ai pas fait beaucoup de parcours parachute puisque donc j'ai eu mon bac à 17 ans et comme j'avais un an d'avance, mes parents ont accepté que je parte en tournée avec un cirque pendant un an à l'origine pour pouvoir après reprendre mes études. C'était le deal convenu. Et puis finalement, donc je suis parti. En rentrant, j'ai commencé un BTS négociation relations clients pour voir un peu l'aspect commercial. Je sais que ça pouvait toujours servir par correspondance parce que j'ai travaillé ensuite donc, dans un autre cirque. Et pendant cette année d'études par correspondance, enfin la première année en tout cas, j'ai été embauché au cirque Pinder où là je faisais 3 spectacles par jour et avec un rythme assez important. Et donc là, j'avais plus le temps de continuer les études et le spectacle a vraiment pris le dessus et je ne suis jamais allé au bout et j'ai continué à faire que du spectacle. Ok, donc déjà à partir de ce moment-là, c'était plutôt bien parti en fait. Tu étais vraiment déjà axé sur la voie et puis il n'y avait plus qu'à continuer avec la même énergie. C'est ça. Euh, du coup, parce que la question d'après, c'est en venir à comment tu as décidé d'en faire ton métier, le déclic. On a tous un moment forcément en tant qu'illusionniste ou personne du spectacle où on est un peu entre les deux. On se dit, est-ce que ça va marcher? J'aimerais bien que ça marche, mais comment faire? Tu sais, on est dans une période où on a plein de doutes, où on se dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille plutôt chercher un boulot un peu plus dans la norme pour être sûr de m'en sortir? Toi, à ce moment-là, tu étais déjà sur le cirque Pinder, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'était déjà fait de toute façon, il n'y avait aucune autre alternative pour toi? J'ai envie de dire, il y a toujours eu au fond de moi cette conviction, cette certitude de faire du spectacle, sous différentes formes, comme je le disais, hein. Mais vraiment ce côté où je me suis toujours dit il n'y a pas eu d'élément déclencheur à un moment donné, j'ai dit: «Bon, bah, j'arrête ma vie, on va dire, normale pour être artiste à temps plein», puisque j'ai toujours eu la chance de vivre uniquement du monde du spectacle. Dès que j'ai eu mon bac, du coup, j'ai fait ça
Et pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais arrêté et j'ai toujours fait que du spectacle, que ce soit sur scène ou en production aussi, parce que je m'intéresse aussi à pas mal de choses différentes. Mais j'ai toujours fait que ça, donc il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Et c'est venu petit à petit. Et j'ai vraiment commencé, on va dire, par contre, ma carrière de mentaliste, vraiment à proprement parler, pendant que j'avais un cabaret. J'avais monté une troupe de cabaret donc, dans ma campagne, en Normandie. Et Mhm. je me suis dit, le cabaret, c'est bien, je travaille les week-ends. Je faisais un peu de mentalisme là-bas aussi en plus. Mais en semaine, j'étais disponible. Et donc, je me suis dit, on va lancer un spectacle et je vais démarrer ce spectacle à Paris en semaine. Et c'est comme ça vraiment que c'est venu en 2016, du coup, il y a 4 ans. D'accord. Donc 2016, il y a 4 ans, le spectacle et la suite, c'est quoi pour en arriver jusqu'à aujourd'hui? Fais-moi tout le parcours. Alors, du coup, on va dire le 2016, c'est le premier spectacle de mentalisme. On va dire vraiment en exploitation à Paris. Il a démarré au Théâtre de la Contrescarpe en juin 2016. Mhm. Ça veut dire que là, tu étais en autoproduction sur ce spectacle-là? Exactement, c'est un spectacle que j'ai produit moi. Alors, c'est un spectacle avec des petits moyens. C'était un premier spectacle de mentalisme, on va dire, très traditionnel, très classique, avec un peu d'hypnose aussi et une atmosphère un peu mystérieuse. Le spectacle s'appelait Influence. Donc, c'était vraiment une première création et on vient d'un contact, on arrive à être programmé dans un théâtre. Et ce spectacle est resté dans ce théâtre pendant plus d'1 an à l'affiche. On jouait 3 fois la semaine, donc ça a été une super aventure. Mais ça, c'était vraiment le début, on va dire, de l'aventure en tant que mentaliste. Ce même spectacle ensuite a changé de théâtre pour aller dans un autre théâtre à Paris aussi, où il est resté 1 an. Et là, le directeur du théâtre m'a proposé de me rejoindre sur la production et de produire du coup avec moi. Et moi, plutôt que de continuer ce spectacle, ça faisait pratiquement 2 ans que je le jouais, je l'ai joué 350 fois, donc j'adore faire ce que je fais, mais au bout d'un moment, j'avais envie de nouveautés, de faire des choses Mmh. différentes. Je lui ai dit, bah, si tu veux produire, pas de souci, mais on va créer un nouveau spectacle. De là est né donc le deuxième spectacle, Prémonition, qu'il a produit, qu'on a joué au Festival d'Avignon. Donc c'est la première fois que j'allais au Festival d'Avignon. Donc c'était une super expérience aussi, une belle aventure. Ensuite, on est revenu à Paris, on a rejoué à Paris, on a refait le Festival d'Avignon l'année d'après. Donc ce spectacle était très très bien. Et ensuite, alors ça sera peut-être sur le côté anecdote, on va dire, ou échec, on s'est pas super bien entendu. D'accord. Donc ce spectacle s'est arrêté et avec mon metteur en scène, Kevin Muller, on a décidé de monter notre propre boîte de production et de reprendre nous-mêmes la production afin justement de garder le contrôle et d'être indépendant et de faire Mmh. vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et donc est né le troisième spectacle et tout nouveau, l'expérience interdite, qui a démarré alors un peu de manière bancale avec ce contexte sanitaire un peu particulier. Alors du coup, là, j'ai une question tout de suite pour moi qui ne suis pas sur scène. Quelles sont les différences notables? Alors j'attends un petit peu la réponse, mais j'ai envie de les entendre. Quelles sont les différences notables entre le fait de t'auto-produire et d'avoir une production qui pose des moyens dessus? Quelle va être la différence au final? Alors, au final, sur l'organisation, enfin pour le public, sur le spectacle en lui-même, et cetera, donc il se passe rien de différent. La différence est surtout dans les moyens qui peuvent être apportés au début et aussi dans les contacts, ce genre de choses. Normalement, le producteur est la personne qui met en place tous les moyens financiers et humains pour, la réussite du spectacle, pour, la création du spectacle et l'exploitation, et cetera. Donc il est censé, financer toute la création, donc, tout le décor, le matériel, les auteurs, la composition des musiques, enfin tout ce qui va rentrer vraiment dans la création du spectacle. Ensuite, gérer l'exploitation du spectacle. Donc, si c'est dans les théâtres, louer les théâtres, la communication qui va derrière, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment tout un panel. C'est tout ce que les gens ne voient pas dans un Mmh. spectacle, mais c'est tout ce qui est important et c'est lui qui va prendre en charge le salaire des artistes, des techniciens, enfin de tout ce qu'il va y avoir derrière. Donc, on va dire la force de ça, c'est qu'on a quelqu'un qui peut amener des moyens financiers, parfois importants, qui permettent d'avoir un spectacle où on se fait plaisir et sans avoir trop de contraintes. Et l'autre avantage, on va dire, c'est que si la salle est vide, eh ben, on est payé quand même. Donc, Ouais. c'est l'avantage du producteur. En revanche, on est aussi beaucoup moins libre. On perd une part de liberté, puisque du coup, comme le producteur amène des moyens financiers, il va vouloir donner son avis, même si la magie, le mentalisme, c'est pas son métier à l'origine. Mmh. Il va dire, ah oui, mais moi, je préfère que ça soit comme ça, parce que de toute façon, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui décide. D'accord. Et comme il est propriétaire du spectacle, on dépend aussi de lui pour le jouer. C'est-à-dire que dans mon cas, notamment, j'ai eu un producteur qui n'arrivait pas à avoir de date de tournée et qui ne faisait pas le travail pour avoir de date de tournée. Je me retrouvais avec un spectacle que je ne pouvais pas jouer parce que lui ne faisait pas son travail de tourneur derrière, quoi. Ah, OK. Donc, ouais, je comprends Voilà. les problématiques. Et est-ce que justement ça veut dire que toi, tu es payé un certain montant pour jouer et c'est un fixe qui ne bouge pas? Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a la part on va dire, mon cachet d'artiste qui est fixe par spectacle. Enfin, en tout cas, il y avait dans ce cas-là. Et en plus, il y a un pourcentage en fait sur les recettes, puisque en fait, j'avais des droits d'auteur étant un des auteurs du spectacle.
OK. Justement, en parlant d'auteur, c'est toi qui écris ou alors tu as des gens à qui tu as fait appel pour écrire, pour, trouver des idées, pour monter des effets? Est-ce que même en tant que mentaliste, parce que ça fait très longtemps que tu fais ça, moi aussi, plein de gens qui nous écoutent aussi font ça depuis très longtemps. Néanmoins, de temps en temps, c'est bien d'avoir un œil nouveau, sur des créations et puis même tout simplement, moi en tout cas je le dis pour moi, en mentalisme, il y a des gens que j'admire, parce qu'ils ont des idées que je n'aurais absolument jamais eues et que j'ai envie avec qui j'ai envie de collaborer. Est-ce que ça a été ton cas, pour toi? Oui, ça a vraiment été mon cas. C'est-à-dire que, je me suis dit: «Il faut, pour avoir aussi des regards extérieurs, pour pouvoir proposer des choses nouvelles, pour prendre des risques aussi, il faut pas travailler seul sur les spectacles» et donc on est 4 à écrire les spectacles et enfin les spectacles et tous les effets, c'est-à-dire même passage télé, Incroyable Talent, enfin tout ce que j'ai pu faire. On est vraiment 4 à écrire, donc il y a mon metteur en scène, Kevin Muller, qui à la base n'est pas du tout, magicien, mentaliste, donc il apporte un peu un regard extérieur sur les effets. Alors il est en train de perdre petit à petit ce regard de spectateur, mais Ouais. il a encore, ce côté, spectateur et sinon, j'écris aussi donc avec Maxime Chourte et Sylvain Vip Mmh. de Mindbox, qui sont vraiment des créateurs d'effets de mentalisme. Pour moi, c'est des vrais génies. Tout ce qu'ils font, je suis vraiment fan de leur travail, déjà de leurs produits à la base. Donc, on travaille ensemble et comme ça, tous les quatre, on écrit tous les effets avec des points de vue un peu différents et on essaie ensuite de trouver un juste milieu et d'avoir un entre-deux pour partir sur des choses divertissantes, amusantes, qui me correspondent à moi aussi et pas que ce soit simplement des effets refaits tels quels. Ouais, top, OK. Bah, en plus, j'étais en train de penser, à ces 2 personnes quand je parlais de mentalistes, de génie. Donc aujourd'hui, ton actualité, tu as ce spectacle, si tu peux nous rappeler, le nom et puis surtout derrière, mais comment ça se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire? Alors ce spectacle qui s'appelle donc L'expérience interdite, qui alors se joue, on va dire actuellement, dans le sens où, c'est un peu compliqué. On a démarré normalement le spectacle en février dernier. On a fait quelques dates de tournée. Tout s'est interrompu avec le premier confinement. On devait aller au Festival d'Avignon, donc tout s'est annulé, et cetera. Par contre, on devait commencer à Paris au mois de septembre. On a réellement commencé à Paris, au théâtre Trévise, le 17 septembre et on a joué, jusqu'à ce qu'on puisse jouer. C'est-à-dire qu'il y a eu le couvre-feu, on a changé nos horaires, on a joué à 18h30, on a joué à 15h le week-end. Enfin, on a vraiment tout adapté, on a pu jouer jusqu'au bout, jusqu'à l'annonce du reconfinement, donc il y a quelques semaines et donc là, tout s'est arrêté et par contre, on va reprendre dès qu'on aura le droit de reprendre. Alors pour l'instant, 1er décembre, pas 1er décembre, 15 décembre, enfin 1er janvier, on n'en sait rien. Mais en tout cas, dès qu'on peut reprendre, on reprend et jusqu'au 6 mars pour l'instant, donc à Paris, au Théâtre Trévise et après on partira en tournée. Quand le contexte sanitaire s'améliorera un peu, on attend un peu pour la tournée. OK, bah, top, c'est chouette, ça veut dire qu'après tu as une tournée, sur toute la France, pour ce spectacle. C'est sa tournée et puis normalement peut-être un retour à Paris. Enfin, il y a plein de choses de prévues actuellement, mais on attend un petit peu et on décale parfois les dates avec ce qui se passe. Mais j'essaie de Mmh. jouer le plus possible, même s'il faut changer les horaires, même s'il faut laisser des sièges vides. J'avais envie de remonter sur scène et ça me manquait. Et je pense que les gens ont aussi besoin d'aller au théâtre, de penser à autre chose, de voir des spectacles. Mmh. Donc c'est important d'essayer d'être présent, en tout cas tant qu'on peut le plus possible. Complètement. Et tu as fait aussi quelques passages, TV. Est-ce que tu peux nous refaire un petit parcours de tout ce qui s'est passé? Alors en télé, il y a eu, bon, il y a eu des reportages, ce genre de choses sur les spectacles ou des promos diverses, mais sinon, on va dire les gros passages, c'est La France a un incroyable talent, en 2018, où je suis allé donc jusqu'en demi-finale. Et donc c'est une expérience assez intéressante, bien sûr. Il y a un côté où pour moi, c'est une des télés, on va dire, une des plus difficiles à faire et une des moins sympathiques à faire parce qu'on sait que on peut absolument d'un coup se faire buzzer, que même si on a présenté quelque chose qui à l'origine pouvait très bien fonctionner en répétition, ça peut ne pas marcher du tout et ça peut être un échec total et ça peut nuire à l'image. C'est pas comme une promo télé où on arrive dans une émission où on est sûr qu'on vient vendre le truc et que tout va bien se passer. Donc c'est vraiment un côté un peu à double tranchant qui m'a fait longuement hésiter avant de le faire. Ça faisait plusieurs années que je voulais pas spécialement y aller. Et je l'ai fait. Ça reste une belle expérience. Ça s'est pas passé comme moi j'aurais aimé que ça se passe, évidemment, parce Mmh. qu'on aimerait toujours, je pense, que ça soit mieux, etc. Donc, moi, sur le moment, j'étais très déçu de mes passages, même de ma demi-finale. Mais ça reste une très belle exposition. Ça permet vraiment de montrer aussi ce qu'on sait faire et c'est une belle visibilité derrière. Justement, en parlant de visibilité et d'exposition, est-ce que les retours sont quantifiables? Est-ce que tu te dis qu'après la diffusion d'Incroyable Talent, tes salles se remplissent plus? Alors, c'est toujours difficile de savoir ce qui fait venir les gens dans un théâtre. C'est toujours difficile quand on fait de la communication, même comme là sur ce spectacle, on a eu des campagnes d'affichage métro, et cetera et on a du mal à savoir si, c'est parce que les gens ont vu l'affiche dans le métro qu'ils sont là le lendemain ou une semaine après. On a du mal toujours à savoir d'où ça vient. Sur Incroyable Talent, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu un retour, immédiat. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, je passais, c'est diffusé le mardi, je jouais le lendemain, le mercredi, on n'était pas complet. Et on ne sent pas directement, parce qu'en plus, sur une émission comme ça, il y a tellement d'artistes qui passent, les gens ne retiennent pas les noms de tout le monde, à part quand c'est un numéro qui fait le buzz, mais sinon, c'est vrai que c'est très compliqué.
Donc l'impact, on le sent surtout, moi je l'ai senti vraiment un mois après la diffusion de la demi-finale, où là justement quand les gens cherchent à aller voir un spectacle et quand ils regardent ce qu'il y a sur Paris, se disent: «Ah bah lui on l'a déjà vu, c'était dans Incroyable Talent» et donc là ils viennent et quand ils sont dans la salle, on se rend compte qu'ils sont là parce qu'ils ont vu en partie grâce à Incroyable Talent. Donc on sent quand même un impact, on sent que ça dynamise, mais je pense que c'est vraiment un tout qui fait parce qu'on se rendait compte que les gens aussi ils avaient vu des vidéos YouTube, que parce qu'ils avaient vu avant, parce qu'après ils ont vu la campagne d'affichage, parce que enfin voilà, c'est vraiment un tout qui fait que ça fonctionne. Les numéros que tu as présentés à Incroyable Talent font partie de ton spectacle? Pas du tout. Les 2 numéros d'Incroyable Talent ont été, créés spécialement pour Incroyable Talent, avec, Maxime Chour, Sylvain Vip, Kevin Miller, toujours la même équipe et ils ont vraiment été créés pour l'émission. Je les ai faits, enfin alors le numéro de la demi-finale qui était un numéro un peu de spiritisme, poupée, était adapté d'un numéro de mon précédent spectacle et le tout premier, par contre, le numéro des auditions, donc c'était le Marianne Market sur les fruits et légumes. Il a vraiment été créé spécialement pour l'émission et je l'ai fait que 2 fois. Je l'ai fait donc, sur Incroyable Talent et je l'ai fait, aussi au championnat de France de magie en 2019. Et c'est vraiment les 2 seules fois où j'ai fait ce numéro. OK. Hormis les spectacles que tu as joués et que tu continues de jouer, est-ce que tu as des créations à ton actif? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises et tu me reprendras, que tu as écrit un livre aussi? Alors oui, j'ai écrit un livre, Mystère et mentalisme, qui est vraiment un livre grand public, c'est pas du tout destiné aux magiciens. Un livre grand public sur le mentalisme. Parce que les gens, quand ils assistent à un spectacle de mentalisme, ils sortent de là avec énormément de questions. Il y a toujours les gens où même si on leur dit qu'on n'a pas de don, qu'on n'est pas voyant, qui n'y croient pas et qui se disent: «Mais si, il y a quelque chose en plus, enfin, c'est pas possible». Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, puisqu'on est là justement pour perturber l'esprit des gens, donc c'est génial quand ça fonctionne. Mais je me dis que c'est bien aussi de leur livrer quelques clés où ils se disent: «Ah, en fait, c'est juste des techniques derrière qui sont travaillées, mais travaillées, avec énormément d'entraînement, de répétition, et cetera, pour que ça fonctionne. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait un livre avec des choses assez grand public, mais pour que les gens découvrent aussi le mentalisme. Et j'ai aussi développé un coffret, un petit coffret «Devenez mentaliste» avec des expériences qui là s'adressent vraiment aux enfants à partir de 8 ans, mais aussi les adultes, on s'est rendu compte qu'ils s'amusaient autant avec que les enfants. Mais à l'origine, c'est vraiment voilà, des petits tours classiques de magie mentalisme, mais pour que les gens puissent s'amuser et pour que les gens aussi puissent en parler. Ils sont venus voir un spectacle. Ah, mais c'était un mentaliste. Attends, moi aussi, je vais te faire une démonstration de mentalisme. Et Mmh. voilà, donc c'est aussi pour ça. OK, cool. Donc, un petit coffret pour les enfants, enfin tout public et puis un livre également, tout public. Bah, je vais un petit peu là-dessus si tu es, si tu d'accord parce que, bah, tu le sais, tu dois t'en rendre compte et tu dois aussi être concerné, mais on a toujours cette problématique, en tout cas en tant qu'illusionniste, que quand on veut s'adresser au grand public, on n'a pas non plus envie de révéler des secrets qui sont extrêmement importants pour nous. Donc il s'avère aujourd'hui, puis, j'en passe et des meilleurs, il y a des dizaines et des dizaines de livres de mentalisme qui sont, disponibles pour le grand public, notamment ceux de Fabien Olicard et encore plein d'autres personnes, dont j'en passe. Et forcément, quand de notre point de vue à nous, en tant qu'illusionnistes professionnels, on se dit toujours: «Ouais, bah, il y a quand même une partie de la vérité qui est cachée». Et en même temps, on peut pas moi je trouve qu'on peut pas le reprocher non plus parce qu'on n'aurait pas envie que les secrets soient sur le grand public non plus. Alors, c'est toujours difficile, je trouve, de faire la distinction entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut sous-entendre, tu vois? Parce que, par exemple, on l'entend souvent, de la part de Fabien Olicard, que moi je trouve que c'est un énorme bosseur, hein, là-dessus j'ai rien à remettre en question. Mais on entend souvent dans le discours de qu'est-ce que le mentalisme? Oui, bah, c'est des techniques, cérébrales, c'est de l'optimisation, c'est de la mémoire, c'est toutes ces choses-là et le moment où on va dire oui et puis des fois il y a aussi des techniques secrètes, tu as l'impression dans le discours que, ça représente 2 des trucs alors que ça en représente 98. Donc c'est un peu minimisé. Bon, c'était juste pour en parler, forcément, mais toi, dans ton livre de mentalisme, grand public, qu'est-ce que à quelle barrière, à quel moment tu t'interdis de dire des choses importantes, pour notre métier? Alors, je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est notamment pour moi un des problèmes que j'ai, alors même si j'aime bien, parce il fait énormément de choses, Fabien Olicard, et il permet d'avoir une énorme visibilité au mentalisme qu'il n'y avait pas avant, et surtout auprès d'un public qui ne s'intéressait pas spécialement à ça, avec YouTube, avec des jeunes, il a une cible là-dessus, et voilà, et là-dessus, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est toujours la difficulté que j'ai, c'est-à-dire qu'après, les gens se mettent à croire des choses qui sont complètement fausses. Ils pensent avoir des explications qui ne sont pas du tout les bonnes. Alors, d'un côté, heureusement qu'ils n'ont pas les bonnes non plus. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce côté-là où on peut faire croire que aussi certaines choses, parce que quand parfois on fait croire à certaines démos, on est capable de tout. Non, on n'est pas capable de tout non plus derrière. Moi, j'essaie entre guillemets d'être un mentaliste honnête. Alors c'est compliqué quand notre métier c'est d'être arnaqueur quand même, mais de l'amener en mode oui, on utilise des techniques parfois. Parce qu'il faut aussi donner cette justification aux gens de se dire oui, parfois on utilise des techniques comme la psychologie, l'observation, la suggestion, même si ça représente très très peu, comme tu le disais. Et par contre, il n'y a pas que ça, il y a aussi des techniques d'illusion derrière, il y a plein de choses qui n'imaginent pas.
et qui rentrent en compte et qui sont vraiment importantes dans le mentalisme. Et ça, dans le livre, justement, je n'explique pas que tout est lié uniquement à la dilatation de la pupille, au regard, ce genre de choses, parce qu'on sait que c'est complètement faux. Donc, je donne parfois des pistes comme ça, mais je donne aussi, c'est surtout, on va dire, dans le livre de mentalisme, quand j'apprends des expériences de mentalisme aux gens, on leur explique des trucages de magie simples, accessibles, qui ne vont pas du tout gâcher notre travail professionnel derrière, pour que les gens puissent refaire aussi les choses et en utilisant des vraies techniques magiques, quoi. Mmh. Tout à fait, ouais, ouais. Donc effectivement, on reste, de fait, toujours dans cette lignée de donner un maximum de choses qui sont abordables pour les gens, mais sans jamais vraiment leur dévoiler qu'il y a C'est des ça, techniques de magie, même on pourrait dire des techniques de magie, des vraies qui techniques de sont magie, qui oui, sont qui cachées. représentent la majorité quand même en plus de Bien ce qu'on sûr, fait en et ouais, ouais, mentalisme, même si complètement. l'habillage est différent. Donc ça reste toujours un petit peu, compliqué de s'adresser, au grand public, en tout cas de vouloir leur donner des choses. Ça, c'est un grand sujet, à débattre et effectivement tout le monde a des opinions et je les respecte, mais effectivement j'avais envie à un moment de pouvoir, en parler aussi. Du coup, bah, quels sont tes futurs projets? Alors on sait qu'il y a, la tournée, qui va reprendre, prochainement, je l'espère pour toi que la situation sanitaire va aller pour nous tous, de mieux en On mieux espère. parce que c'est compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc, il y a ce spectacle qui va reprendre et quoi d'autre encore? Alors il y a plein de projets, je peux pas trop en parler parce qu'il y a plein de choses Si qui tu sont peux en tu peux le cours. faire, tu peux le faire. Non, il y a plein de choses qui sont en cours, mais c'est des projets, donc tout n'est pas encore validé, et cetera. Donc on ne peut pas tout dire. Mais il y a des choses justement sur l'écriture d'un autre livre qui sera complètement différent. Mais ça, c'est pareil, on en est qu'au tout début pour le moment. Il y a des projets télé aussi, mais ça, c'est pareil, malheureusement, je peux pas en dire plus. Donc en fait, il y a plein de projets aussi comme ça. Il y a des projets aussi de développer les réseaux sociaux parce que j'ai été par moments un peu présent sur les réseaux, mais c'est pas ma spécialité. Je dois reconnaître que je suis pas un grand fan de YouTube, d'Instagram et pourtant, on a plein de gens qui me suivent dessus et qui ont envie de voir des choses. Donc on est en train de développer ça et là, de préparer et profiter de ce confinement actuel, pour développer, justement des nouveaux effets en vidéo, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de trucs en cours, Mmh. mais c'est pour normalement les mois à venir, on va dire. OK, OK. Bah, écoute, j'espère que ça va bien, se passer pour toi et que 2021 sera une bonne année pour tout le monde parce que On espère que c'est dur de tomber plus bas. Enfin, si, c'est toujours possible, hein, j'allais mais normalement, on est censé tous remonter la pente. On arrive je à une, pense que ça va aller dans ce sens-là. on arrive à une petite partie que j'aime beaucoup. Une partie dont je me délecte tout particulièrement. J'ai envie d'avoir quelques petites anecdotes sur ton parcours de magicien mentaliste et j'ai envie même de commencer par les échecs. Alors les échecs, alors il y a plein de choses. Alors après, ça dépend, est-ce que tu veux des anecdotes, on va dire saines ou des anecdotes dans la carrière en règle générale qui peuvent être considérées comme des échecs? Oui, dans la carrière. J'ai envie de connaître les coups durs, les moments de doute, de faiblesse où tu peux tout remettre en question, c'est ces choses-là que j'ai envie d'entendre. Alors moi, dans l'ensemble, je vais te donner ce qu'on peut appeler des échecs. Et moi, j'essaie de voir la vie vraiment de manière positive. C'est-à-dire que même quand quelque chose de mal m'arrive, je me dis qu'il y a du positif dedans et qu'il faut en tirer les conséquences et que ces expériences-là, même les plus mauvaises, feront forcément avancer, puisqu'on ne fonctionnera pas de la même manière. Justement, mes expériences avec mon ancien producteur, donc sur mon précédent spectacle, Prémonition, où la fin de notre collaboration s'est vraiment très très mal passée. D'accord. Voilà, on est en très très mauvais termes. Mais j'ai envie de dire, j'ai quand même eu du positif dans tout ça, puisque s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas le nouveau spectacle actuel. J'aurais pas rencontré certaines personnes avec qui je travaille aujourd'hui, puisqu'il y a des personnes que j'ai rencontrées quand je travaillais avec ce producteur-là et qui m'ont suivi ensuite dans mon nouveau spectacle. Donc il y a eu plein de positifs dedans. Mais ça a été pour moi quand même des moments assez compliqués parce qu'on avait créé un spectacle qui fonctionnait très très bien, qui plaisait énormément aux gens. Et on a été obligé de l'arrêter alors que les effets dedans sont géniaux et que je peux plus les faire pour l'instant. Alors que, enfin voilà, il y a plein de choses dedans. Et c'est frustrant parce que dans un spectacle, on y met tout notre cœur, on est toute une équipe à bosser dessus et à vouloir défendre notre projet. Et quand notamment il y a ce producteur qui promet des dates de tournée, qui promet des choses et qui derrière, on se rend compte qu'il n'y a rien et qu'à un moment donné, j'allais me retrouver avec un an sans une seule date, Ouais, ouais, c'est avec dur. un an sans une seule date et que pour lui, ce n'est pas un problème Mmh. parce que de toute façon, on est intermittent et que la vie est belle, on est payé quand même. Mais déjà, moi, je ne fais pas ça pour ça et j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de montrer. Et je pense que c'est au moment où ça commence à fonctionner qu'il faut surtout pas s'arrêter. Donc voilà, on avait plein de désaccords et sur le moment, bah, c'était un peu compliqué parce que voilà, on se dit, bah, on a lancé quelque chose et tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, quels sont nos moyens pour se relever? Et heureusement que j'ai cette chance de voir les choses de manière positive. À ce moment-là, bah, j'ai ressorti mon ancien spectacle, j'ai refait des dates. Voilà, j'ai remonté une boîte de prod. Enfin, j'essaie toujours de rebondir et de ne pas me laisser abattre. Mais ça, c'est le genre d'expérience un peu compliquée sur le moment. On va dire pour moi, dans les expériences
moyenne. On va pas dire que c'est un échec total, mais il y a sur le moment mes passages dans La France a un incroyable talent. C'est-à-dire que quand je fais le numéro, à la fin de mon numéro, je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis venu faire là?» Mmh. C'est-à-dire que voilà, je suis à la fin de surtout sur celui des auditions où je me dis: «Mais non, enfin, pourquoi je suis venu dans cette émission? J'avais raison de pas vouloir la faire». Finalement, je suis allé en demi-finale, donc après, en prenant du recul, je me suis dit: «Ben non, c'est positif, il y a 3 millions de personnes qui m'ont vu». Enfin, c'est voilà, il y avait du positif dedans. Encore une fois, on revient à ma logique, mais sur le moment, c'est ça. Et quand je vois la diffusion de mon passage en demi-finale, là, pour moi, c'est une frustration énorme parce que mon numéro qui dure 4 minutes a été coupé au montage, Mmh. ne dire plus qu'1 minute 30. Tout le message qu'on voulait faire passer dedans, l'histoire, le sens a été coupé. Voilà, pour moi, il y avait un numéro qui ressemblait plus à rien. Et donc, il y a un côté où je me dis, mais on a travaillé sur quelque chose qu'on devait montrer aux gens. Et pour moi, le passage est un échec total. Alors maintenant, 2 ans après, je me dis, non, c'est très bien, j'ai été en demi-finale, les gens m'ont vu et c'est positif. Mais sur le moment, on se dit, bah, on a travaillé sur quelque chose pour rien, puisque finalement, de toute façon, voilà, tout a été coupé, puis on n'a rien pu garder. Et le numéro et l'essence même du numéro n'était plus là, quoi. Ouais, j'imagine la frustration. Moi, je te cache pas que si j'ai pas fait Incroyable Talent jusqu'à maintenant, c'est par la peur d'être exposé, hein, de me dire, effectivement, s'il y a une vraie, prise de risque. Alors moi, ça va, personne ne me connaît, donc quelque part, le risque, il est pas bien grave, même si je Il y a faisais quand un même un flop, risque, tu il y a vois? quand même un risque. Mais pour soi, ça fait, ça pique un peu, quoi, tu vois? Si on te dit: «Ouais, C'est ben ça. non, c'est nul à chier», tu te dis: «Ah merde, c'est Alors un que peu le public dommage». peut aimer en plus et tout, puisque après c'est normal, hein, il y a une question aussi subjective toujours dans ce qu'on fait. Mmh. C'est-à-dire que ce qui plaît à l'un va pas spécialement plaire à l'autre, et ce qui est normal et heureusement d'un côté, sinon on aurait tous les mêmes goûts. Mais c'est le problème dans ce genre d'émission parce que ça peut très bien ne pas plaire du tout au jury, mais plaire énormément au public ou inversement des fois. Mais c'est pour ça qu'on ne sait jamais quand on y va ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça que moi sur le moment je me suis dit mais vraiment j'aurais pas dû le faire et voilà. Mais après toujours ce côté positif. Les échecs, finalement, il y a du positif dans tout et Mmh. ça peut permettre de rebondir et ça reste de bonnes expériences. Je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui. Tu sujet, au trac ou pas du tout? Alors, on va dire sur Incroyable Talent, oui, Ouais. parce qu'il y a le côté où vraiment, bah, pour moi, c'était une des premières fois à la base. Moi, j'ai jamais fait de concours de magie, j'ai jamais vraiment. Alors après, si j'ai fait le championnat de France de magie et quelques mois après Incroyable Talent, mais sinon, à la base, j'avais jamais fait de concours de magie et donc j'ai toujours présenté mes numéros pour un public qui avait payé sa place pour venir me voir. Donc déjà, pour le public, c'est pas du tout la même chose Mmh. parce que les gens, ils ont envie de voir ça, ils sont là pour ça. J'ai fait très peu auparavant, en tout cas en magie ou en mentalisme, des choses où pareil, j'étais présent comme dans un événementiel où les gens sont pas là non plus pour ça et j'en faisais très peu. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans 90% de mes spectacles, les gens, on va dire, payent pour venir voir un spectacle de mentalisme. Pas spécialement pour moi, mais pour voir un spectacle de mentalisme. Donc, c'est pas du tout le même rapport. Quand on arrive sur Incroyable Talent, alors qu'on sait qu'on peut se faire juger directement et que là, tout peut s'effondrer et qu'on peut indirectement perdre des futurs contrats parce que les gens vont se dire: ah ben non, de toute façon, il a été buzzé, et donc c'est nul. Là, sur le moment, oui, il y a un coup de stress qui fait qu'en plus, on ne fait pas. Enfin, pour moi, c'est pour ça que le numéro n'a pas été bon non plus. C'est parce que pour le coup, j'étais stressé. Mais sinon, à propos du stress, sur scène, en spectacle, j'ai la chance de ne pas être stressé du tout. OK. C'est-à-dire que ça surprend à chaque fois, même la première là, de mon nouveau spectacle, il y a quelques mois. Tout le monde était stressé autour de moi, mes auteurs étaient stressés, enfin, ils voulaient partir, ils voulaient annuler le spectacle, les mecs, ça va pas bien se passer. Enfin, tout le monde était mais, dans un état de stress et moi je suis là, mais non, non, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et ça a surpris le directeur du théâtre aussi et tout, parce que j'essaie de ne pas être stressé. Et ce que je dis aux Mmh. gens, quand vous allez au bureau, vous n'êtes pas stressé en disant, oh là là, aujourd'hui, de toute façon, est-ce que ça va bien se passer devant mon ordinateur? Ouais. Est-ce que ma réunion va bien se passer? La plupart du temps, il n'y a pas ce stress. Donc, bah, je sais ce que j'ai à faire quand je suis sur scène, donc je fais mon métier et à partir de ce moment-là, bah, tout va bien, quoi. Ouais, cool, OK. Moi, je demande parce que moi, je suis très, très sujet au stress, même pour, alors maintenant les close-up, ça fait plus de 20 ans que je le fais, donc au contraire, c'est même, genre c'est limite un besoin maintenant. Tu vois? Le fait de pas faire de prestat, ça te fait un truc, Je comprends. à l'intérieur qui manque beaucoup. Par contre, quand je monte sur scène, effectivement, là, j'ai un stress et je sais pour quelle raison. C'est que le close-up, si je devais rater un effet, j'ai des centaines de sorties différentes. Sur scène, quand je monte et notamment que quand j'ai des clients qui payent, un certain prix, pour avoir des personnalisations, je me dis toujours: «Ouais, mais la technique, elle dépend pas de moi, quoi. Si le C'est ça. régisseur, il rate un truc, c'est moi qui vais prendre, enfin, tu maîtrises pas tout, tu as pas le contrôle» et ça, moi, ça me met C'est dans c'est un le état pas problème, possible. c'est le problème du spectacle. Souvent, c'est que justement, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise plus du tout, alors que quand on fait un close-up, comme tu me dis, bah, enfin, c'est toi qui maîtrises et en plus, c'est devant ton petit groupe de personnes. Si tu commences à te planter sur un truc, tu vas pouvoir blaguer des fois avec les gens, refaire un autre effet. Enfin,
on n'a pas spécialement le même rapport, alors que pendant le spectacle, bah, il y a les régisseurs, il y a tout ce qui ne dépend pas de nous et qui peut tout faire foirer, parce qu'on sait très bien qu'en magie, en mentalisme, Ouais. tout ne dépend pas de nous. Et alors ça, moi, oui, je pourrais avoir ce stress-là, parce qu'en plus, on a eu des petits soucis avec mes assistants sur mon nouveau spectacle qui n'étaient pas spécialement au top au début et dont beaucoup d'effets dépendent d'eux indirectement. Et donc, j'ai la chance, entre guillemets, grâce à mes précédentes expériences, notamment quand j'étais Monsieur Loyal au cirque, ou quand j'étais Monsieur Loyal au cirque, il a fallu que j'improvise très souvent, parce que comme c'est un spectacle vraiment vivant avec des humains, mais avec des animaux, on est obligé toujours de rebondir et il peut se passer plein de choses. Enfin, moi, j'ai un Mm. trapéziste qui est tombé de 13 mètres devant le public, il fallait gérer le public pendant ce temps-là. Enfin, il s'est passé vraiment plein de choses. Et donc, j'ai une faculté à rebondir là-dessus, même sur autre chose, hein, qui du coup me permet de rattraper parfois des échecs. Et donc ça m'est arrivé Mm. en spectacle, où quand tout s'écroule, moi c'est comme si de rien n'était, et comme si tout allait bien et je continue, tout va bien, quoi. Quand, Alors quand, que, quand, alors quand- que les faits parfois ne fonctionnent absolument pas. Bah justement, quand tu as un exemple à nous donner d'un truc qui s'est pas déroulé comme prévu sur un spectacle? Et j'ai envie de dire, il y en aurait tellement. parce que, parce que quand on joue, enfin, tu vois, le premier spectacle, j'ai 350 fois. Le Ouais, deuxième, il s'est joué plus d'une centaine de fois. Donc à chaque fois, on joue quasiment tous les jours. Enfin, on joue 3-4 jours la semaine pendant plusieurs mois. Et à partir de ce moment-là, forcément, tous les effets plantent au moins une fois. C'est-à-dire que ok. on a beau avoir préparé tout ce qu'on veut, il y a forcément à un moment donné un spectateur qui va pas faire exactement ce qu'on lui a dit. Pourquoi ce jour-là plus qu'un autre, on n'en sait rien. Enfin, il y a toujours un truc qui va se passer, ou un assistant qui a fait un truc, ou un problème technique aussi, hein, s'il y a un truc électronique qui fonctionne pas. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et à partir de ce moment-là, bon, c'est un peu la galère. Donc, tout, tout plante au moins une fois. Donc, te donner un exemple. Alors, après, il y a des situations qui ont été rattrapées sur une sorte de share test de mon premier spectacle. Il m'est arrivé de ne pas avoir donné les bonnes enveloppes aux bonnes personnes. Ok. Mais le spectacle donc, se déroulait, enfin, l'effet se déroulait sur tout le spectacle. Et je me rends compte moi-même que j'ai pas vu mon marquage, que j'ai fait n'importe quoi et que j'ai deux personnes qui sont inversées. Alors, c'est le final et donc, plus rien ne va correspondre dans mon share test. Et je les ai fait revenir sur scène, mais pas dans le bon ordre en disant ah, mais vous étiez dans ce ordre-là, puis c'était vous, avec de l'assurance et comme si de rien n'était. Et aucun spectateur n'a remarqué que j'avais échangé les places des gens, ce qui Cool. m'a permis de me rattraper et de finir avec un final qui fonctionnait parfaitement. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça où à force de jouer, comme tout se plante. Ouais. Et puis aussi parce que j'ai travaillé aussi avec Maxime et Sylvain, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais jamais osé faire sans eux. Et le fait d'avoir des auteurs avec un regard extérieur qui disent mais si ça tu peux le faire, t'inquiète pas, on verra rien si tu as de l'assurance, si tu fais ci comme ça, etc. À partir de ce moment-là, tu te dis bon c'est bon, je peux oser, je peux tenter des trucs Mm. et aller de plus en plus loin. Jusqu'au moment où des fois tu tentes et ça passe pas, mais au moins tu essaies quoi. Ça, c'est cool. Dans ton premier spectacle, il y avait une partie hypnose aussi. Est-ce que, alors, je n'ai pas eu la chance de venir le voir. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'était, entre guillemets, de la vraie hypnose, comme dans le sens où les gens sont dans un état de transe et il y a des suggestions directes avec des effets observables, ou c'était des expériences de mentalisme et de fausse hypnose? Alors c'était de la vraie hypnose. OK. C'était vraiment de la vraie hypnose. Le spectacle s'appelait donc Influence. Et je m'étais dit que c'était intéressant dans un spectacle qui s'appelait Influence de mettre de la vraie hypnose, puisque voilà, ça correspond parfaitement à la thématique. Mm. Donc c'était de la vraie hypnose avec tout ce qui par contre en découle aussi, c'est-à-dire cette phase un peu longue et malheureusement inévitable dans l'hypnose de tests de réceptivité, d'endormissement. Et voilà, mais en tout cas c'était de la vraie hypnose avec des vraies suggestions. Et ce qui faisait que sur le spectacle dure à peu près 1 heure et demie, il y avait 25 minutes d'hypnose au milieu et qui servait. Et après, il y avait des effets de mentalisme qui en découlaient aussi. Mais à la base, c'était de la vraie hypnose avec aussi des vraies suggestions d'amnésie, de catalepsie, enfin, ce genre de choses. OK. Tu sais monter combien de sujets réceptifs sur scène? Alors ça c'est pareil, c'est le problème de l'hypnose, c'est-à-dire que autant il y a des soirs, il peut y en avoir deux, comme il y a des soirs, il peut y en avoir 15. Ouais. Donc c'était assez variable. J'ai essayé d'en garder, on va dire, à peu près 5-6 pour me limiter. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle moi, en spectacle, j'ai arrêté de faire de l'hypnose. Parce qu'il y a ce côté où on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Alors ça me plaît, Mm. parce que j'aime pas faire exactement le même spectacle tous les jours, mais on dépend trop de cette réceptivité et justement de ces phases de test, etc., qu'on retrouve dans tous les spectacles. Donc je fais de l'hypnose de manière différente, puisque j'ai écrit un spectacle d'hypnose, mais ce n'est pas moi qui le joue. Et D'accord. c'est une femme hypnotiseuse, Giorda, qui normalement joue à Paris aussi actuellement, mais voilà. Et là, pour le coup, c'est un spectacle d'hypnose que j'ai écrit avec aussi quelques effets de mentalisme parce qu'on a voulu en garder un peu. Mais là, c'est pareil, c'est sinon que de la vraie hypnose. OK, cool. Cool, cool. Donc on a passé, une petite phase anecdote, échec, merci pour ça et les coups de réussite, les moments où à l'intérieur de toi tu t'es dit: «Waouh, mais ce jour-là restera ancré pour toujours».
Alors, les moments de réussite, moi, je vais dire déjà, il y a la participation au championnat de France de magie, où c'était le Mmh. même numéro qu'Incroyable Talent, enfin que les auditions. Ce numéro, donc pour moi, c'était pas bien passé sur les auditions. Dans ma tête, en tout cas, ça aurait pu être 100 fois mieux et ça l'était pas. Donc, je l'ai reproposé au championnat de France de magie parce que j'étais disponible ce jour-là et que j'avais jamais fait de concours de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion, alors tentons-le. Et donc, j'ai fait ce même numéro avec beaucoup moins de stress. Ouais. Et là, le numéro, mais c'est super bien passé. Et vraiment, il y a eu une réaction du public complètement dingue. Donc, je m'y attendais pas, puisque la dernière fois que je l'avais fait, c'était pas du tout ce genre de réaction. Donc, personnellement, même si j'y croyais dans le numéro, je pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'impact avec. Et là, je me suis dit, c'est génial, on a vraiment eu un impact. Mais moi, je suis content d'avoir participé. Et à la fin, quand on annonce le palmarès, c'est que je me rends compte que c'est moi qui ai gagné. Là, c'est vraiment, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une réussite et un succès auquel je ne m'y attends absolument pas. Mmh. C'est-à-dire que voilà, le gagnant et les ouvrières, ah, quoi, c'est moi en fait, parce que j'y suis pas allé en mode concours, c'est pas un numéro que j'ai travaillé pour ça. Et enfin, c'est pas un coup de chance, mais dans ma tête, c'est ça, quoi. C'est ce côté où je suis pas là spécialement pour gagner, je suis là simplement pour participer parce que j'ai envie, je suis dispo ce jour-là, c'est une expérience comme une autre. Et finalement, je gagne, le public est dingue, enfin, donc c'est trop cool. Donc ça, on va dire, ça, c'est bonne réussite. C'est C'est top. une, Mais ça, une anecdote positive. c'est un bon ancrage et puis surtout, j'imagine que c'est quand même une bonne carte de visite parce que sur tes communications, quand tu mets, quand même, champion de France, c'est joli. C'est Ça ça, c'est ça, ça c'est joue. vraiment. En fait, à la base, c'est aussi pour ça que j'ai participé en me disant, de toute façon, c'est un passage télé, c'est une diffusion, ça nous fera une vidéo, et puis voilà, on a participé à quelque chose. Enfin, pour moi, c'était vraiment en mode expérience. Et le fait d'avoir gagné, après, en prenant du recul, je me suis dit, mais c'est génial parce que voilà, autant on peut mettre aussi demi-finaliste d'un de talent, autant on peut mettre champion de France de Mmh. magie. Voilà, il y a un côté où ça change rien à mon travail, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, en tout cas, même si parfois, des fois, ça ne veut rien dire, dans leur tête, ça donne un gage de qualité, alors que quelqu'un qui n'a pas gagné, ça se trouve, peut être bien meilleur que moi. Mais Bien en tout cas, oui. commercialement, ça a son impact. Oui, 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 bah, comme tu disais, de toute façon, il y a plein de gens qui ne se présentent pas et qui sont, totalement ingénieux et qui auraient, leur place et puis C'est comme, il ça. y en a qui se présentent et puis qui marquent des points donc bon, après, chacun fait, ce qu'il entend. Mais ouais, ouais, j'imagine que c'est un joli gage d'autorité. En tout cas, ça doit, convaincre les spectateurs de se dire: «Bah, attends, champion de France, j'y vais quand même». C'est ça. Hem, sur quoi je voulais enchaîner, est-ce que, mince, j'avais une question en tête là, elle m'est complètement sortie pendant qu'on parlait, je l'avais en tête. Tu C'est l'as pas fait grave, disparaître, hein. je vais, oui, c'était ça ma question. Aujourd'hui, bon, non, pas aujourd'hui, mais en situation normale, le fait qu'il y ait tes spectacles tout le temps qui soient programmés, est-ce que toi, tu fais encore des close-up? Ça t'arrive de répondre à des demandes d'entreprise ou d'un client privé qui te dit: «Mais moi, je vous veux, chez moi, pour tel truc». Est-ce que tu le fais ça? Alors j'en fais parfois. Je le fais vraiment quand l'occasion se présente, quand je suis disponible du coup, parce que quand, souvent, en plus, ça tombe sur les week-ends et les week-ends, c'est là que j'ai mes spectacles, la plupart du temps. Et il m'arrive donc d'en faire quand je peux le faire et je le fais avec grand plaisir parce que justement, c'est quelque chose de différent. Il y a ce contact avec les gens que j'adore. Alors même perso, je préfère faire de la scène, mais j'adore ce côté close-up où on peut justement discuter avec eux parce que j'aime bien à chaque fois, prolonger l'expérience. C'est-à-dire que quand même à la sortie de mes spectacles, je suis toujours là à discuter avec les gens. Et des fois, ça prend du temps. Alors en ce moment, on était obligé de se maintenir à distance, de garder nos masques, mais j'allais quand même faire des photos avec des gens de la sortie publique parce que j'aime bien pouvoir discuter avec eux, avoir leur ressenti, pouvoir échanger sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils pensent du spectacle. Et en close-up, c'est ce que j'adore. C'est-à-dire que quand on fait justement un événement comme ça, on discute directement avec les gens, on a un rapport direct, on a leur ressenti, on a leur réaction. Donc il m'arrive d'en faire, mais pas très très souvent. J'en ai fait un peu l'année dernière parce que comme j'étais entre mes deux spectacles, comme on écrivait le nouveau, et que je n'étais pas en programmation, j'ai profité pour en faire un peu quand même. OK. Dans ton spectacle, imaginons qu'aujourd'hui tu le joues, d'ailleurs tu l'as joué en septembre comme tu m'as dit. Ça change quelque chose le fait qu'on ait besoin d'avoir une distance, sociale, pour quand les gens montent sur scène et cetera? Alors au départ, j'avais un peu peur de ça, mais je me suis dit: «On va s'adapter». J'ai pas réfléchi à réécrire le spectacle en fonction. C'est-à-dire que, le spectacle, on l'a créé, on va dire entre septembre, l'année dernière et janvier. Il a démarré normalement en février, donc il y avait pas du tout ce contexte encore de Mmh. masque, de distance, et tout ce qu'il y a aujourd'hui. On a fait les premières dates donc sans ces contraintes-là, on s'est arrêté et on l'a redémarré vraiment en septembre. Au moment de redémarrer, je me suis dit: «Est-ce qu'il faut réécrire? Est-ce qu'il faut réfléchir?» Je me suis dit: «Non, on va jouer le spectacle tel quel, mais par contre, je vais essayer d'adapter chaque chose sur le moment venu. C'est-à-dire que quand la personne vient, elle va juste rester à distance parce qu'elle a un masque. Enfin voilà, ce genre de choses. On va mettre du gel hydroalcoolique avant que les gens montent sur scène, donc tout le monde en met. À partir de ce moment-là, on va pouvoir se passer les objets comme prévu. Du moment que tout le monde met du gel, il n'y a plus de soucis. Donc on n'a pas changé vraiment de spectacle. On s'est juste adapté directement.
Et les retours publics sont que tout se passe super bien. Parce que moi, c'est pareil, j'ai pas envie de rappeler aux gens toutes les 30 secondes, n'oubliez pas le gel, mettez bien votre masque. Ils sont là pour voir un spectacle, pour penser à autre chose, Et oui. pour s'évader un petit peu. Donc, ce qui fait que je le fais un petit peu au début, pour que chaque personne qui monte sur scène, je montre le gel, etc. Et ça devient un réflexe pour tout le monde. Mm. Et donc après, plus personne n'y pense et ça passe super bien. Les gens après oublient ce côté-là et tout le monde le fait et ça n'empêche pas du coup de faire un spectacle avec quasiment la même chose que s'il n'y avait pas eu qu'il y avait pas eu ce contexte particulier quand même. Ouais, c'est sûr. Ok, bon, forcément, oui, on s'adapte en tout cas. Il faut Ok. s'adapter. On a la chance en tout cas actuellement de pouvoir, enfin actuellement, jusqu'à présent, on avait la chance en étant sur scène de pouvoir jouer en plus sans masque. Il y Oui. avait que le public masqué, donc déjà c'est un avantage énorme parce que le public ne perd pas nos expressions, ne perd pas les messages qu'on a envie de faire passer. Mm. Après, là par contre, ce qui est un peu dommage, mais on n'a pas le choix, c'est qu'on perd parfois un tout petit peu les réactions du public. Et Parce que oui. quand vous avez quelqu'un sur scène qui est super content d'un effet, bon, on le voit dans le regard, mais on perd quand même son rire, on perd quelques trucs et on peut perdre un peu en efficacité sur certains effets. Mais Ouais. dans l'ensemble, ça va et ça permet quand même d'être présent, de jouer. Et puis moi, en plus, dans ce spectacle-là, il y avait une séquence médicale à la base, avec une séquence où on avait déjà du gel hydroalcoolique, on avait déjà des gants, du masque. En Ok. fait, on avait déjà tout l'équipement avant. C'était un petit peu prémonitoire, malheureusement. Donc en fait, ça passe parfaitement. Ok. Tu sais quoi? Tu sais une opération ouverte d'un spectateur. Non, quand même pas. Quand même pas. Ok. Bah, ton parcours est très intéressant. Je vais quand même te poser cette question-là en me disant, bon, allez, surprise, on verra bien il y a quelque chose à en dire, mais quel conseil tu te donnerais à toi-même d'il y a 10 ans? Ça serait en fait de rien changer. Alors ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, Non, non, mais mais c'est ce à quoi j'allais me penser parce que ça a l'air de plutôt bien se dérouler en fait. bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire de se dire, refaire exactement la même chose, de rien lâcher, d'aller au bout de ses idées. Moi, je pars du principe, et je pensais déjà quand j'étais gamin, justement, de me dire quand on veut, on peut. Alors, c'est pareil, malheureusement, il y a des paramètres dans la vie qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qui font qu'on on ne peut pas tout, mais je pars du principe que si on a un objectif et qu'on s'y tient et qu'on fait tout pour y arriver, alors on peut y arriver alors à plus ou moins long terme. Parfois, ça prendra plus de temps que prévu, il y aura des obstacles, mais Mmh. si on ne lâche rien, on y arrivera forcément parce qu'un jour ou l'autre, ça payera toujours. Alors, moi, voilà, en plus, j'ai cet exemple-là quand j'étais gamin, j'avais vu le Monsieur Loyal au Cirque Pinder, j'avais dit: «Je serai Monsieur Loyal à sa place». 10 ans après, je l'étais. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain, il m'a fallu un peu me battre pour Bien y sûr. aller, mais j'ai réussi. Et tout s'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire que mon premier spectacle de mentalisme, c'était un peu un pari. J'ai vendu ce premier spectacle au directeur du théâtre alors qu'il n'existait même pas. Mmh. C'est-à-dire que je lui ai dit: «J'ai un super spectacle de mentalisme, on y va». Il me fait: «Mais tu l'as déjà joué et tout?» Je dis: «Oui, oui, je l'ai déjà joué». Et j'ai raccroché, j'avais une date à Paris un mois après, alors que le spectacle, j'avais même pas encore écrit une ligne. Mmh. Donc il y a un côté où j'ai souvent fonctionné comme ça et je me dis que pour l'instant, ça a marché et ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Donc vraiment de refaire la même chose, de rien lâcher, de continuer comme ça, quoi. Cool. Bah, moi, tu sais, j'ai tendance à dire, aux gens, en tout cas, qui me demandent qu'on peut devenir qui on veut en 10 ans. Et 10 ans, 10 ans, c'est long, c'est suffisamment de temps, en tout cas, pour se construire. Top, super. On arrive bientôt déjà à la fin de cette interview, comme quoi ça passe assez vite. Bah, où est-ce qu'on peut te suivre là, pour être sûr que, voilà, moi je veux savoir quand est-ce que ton spectacle va recommencer, la date, dès qu'elle ouvre, le mail qui dit OK, c'est bon, on y va. Où est-ce que je suis ton actualité principale? Alors pour suivre l'actualité, il y a tous les, enfin on va dire quasiment tous les réseaux sociaux. Donc Instagram, c'est celui où je suis maintenant le plus présent quand même. OK. Donc en Et puis à chaque fois, priorité, les c'est réseaux Insta? sont extrêmement simples. C'est Léo Brière tout simplement. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc voilà, Instagram, c'est là où je suis, on va dire, le plus présent. Et après, il y a aussi la page Facebook, il y a le site internet léobrière.com. Enfin voilà, c'est là. Mais en tout cas, sur Instagram, avec les stories, etc., il y a toute l'actu. Donc, on est arrivé à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Léo, pour ton temps, pour ta disponibilité. Merci pour tout ça, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. J'adore Merci à toi écouter pour les gens. l'invitation. J'adore écouter les histoires des gens et un peu avoir l'autre côté de la barrière de ce que le grand public ne voit pas. Et puis ici, on est entre nous. De toute façon, les gens qui écoutent ce podcast sont forcément des magiciens et des mentalistes. Merci pour ça et je te souhaite un très bon vent et une très bonne route pour la suite. En tout cas, j'espère que tout ira bien pour toi et puis bah, Merci pour tout le beaucoup. monde, pour toute notre On profession va à croiser tous. les doigts pour que 2021 soit meilleur pour tout le monde. Exactement, on l'espère aussi. Le podcast des illusions est disponible sur YouTube en format vidéo. Il est disponible également
en audio sur Spotify, sur SoundCloud et sur plein de plateformes en fait, parce que dès que je le mets sur le RSS de SoundCloud, c'est dispatché un petit peu partout. Venez nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous permet de remonter dans les classements et de faire connaître le podcast. Il y a également une page Tipeee si vous souhaitez participer, c'est sans aucune obligation, mais si le podcast vous plaît et que vous souhaitez financer et devenir les producteurs, eh ben vous en avez la possibilité. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Une très très bonne journée. Léo, merci à toi et puis je te souhaite une très bonne journée. Puis je te dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup, salut.